Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Vous rendre invisible, c'est le pari de plusieurs entreprises tech. Cap en mode Harry Potter ou camouflage façon caméléon. Au-delà de l'effet waouh, quelles sont les questions éthiques pour l'industrie de la défense notamment? Reportage et invités, c'est à suivre. Et après la cape d'invisibilité, la bague qui vous donne une identité. Un bijou qui remplace votre empreinte digitale pour mieux protéger vos données. Test dans un instant. Devenir invisible. C'est avec le don d'ubiquité un des grands rêves de l'humanité, en tout cas le mien, et qui pourrait devenir réalité. Cap ou camouflage, les entreprises qui jouent à Harry Potter ont percé un secret. Comment apprivoiser la lumière? Une technologie qui intéresse surtout de très près les armées du monde entier. Reportage avec nos confrères de France 2. Apparaître, disparaître en une fraction de seconde. Voir sans être vu, bref, devenir invisible. Un pouvoir qui a toujours été de l'ordre du fantasme ou de la fiction. De l'homme invisible et ses bandelettes, à Harry Potter et sa cape magique. Mais aujourd'hui, ce rêve pourrait bien devenir une réalité. Et c'est peut-être grâce à cette plaque conçue par des ingénieurs canadiens. En passant derrière elle, toute personne disparaît, comme par magie. Mais la raison est scientifique, grâce à une nouvelle matière qui permet de jouer sur la lumière. Une zone floue est alors créée, c'est la zone d'invisibilité. Plus la plaque est loin de l'œil, plus l'illusion est parfaite. Et la technologie attire la curiosité. Dans le fond, c'est une bonne avancée. Après, ça dépend de ce que les gens vont en faire, surtout. Et vous en feriez quoi si vous étiez invisible, par exemple Moi, j'utiliserais pour braquer des banques, des choses comme ça, pour avoir des sous. Pas forcément très bien. Non. Pour l'instant, pas d'usage prévu dans le quotidien. C'est l'armée qui bénéficiera en premier de ces nouvelles technologies de camouflage. Dans cette entreprise française, un autre système baptisé Caméléon. Comme sur la peau de l'animal, des capteurs analysent la couleur de l'environnement d'un véhicule pour le faire presque complètement disparaître en temps réel. Une innovation qui doit encore s'améliorer pour être opérationnelle. Les véhicules, ils vont dans tous les terrains, ils sont éclaboussés, il y a de la boue qui va sur les véhicules, il y a de la pluie, des températures extrêmes. Donc il faut que les matériaux et les équipements qu'on met sur les véhicules puissent résister à ces environnements qui sont souvent assez extrêmes. Pour l'heure, pas de date précise concernant le déploiement de ces techniques d'invisibilité. Mais des chercheurs réfléchissent déjà à d'autres utilisations, comme faire disparaître les objets qui gâchent les paysages ou encore les poubelles dans les rues. Et abracadabra, un Guillaume Gralet du magazine Le Point apparaît sous vos yeux en plateau. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors dans ce grand jeu de cache-cache, la nature a évidemment beaucoup de choses à nous apprendre, notamment en matière de camouflage pour se dissimuler. Les animaux ont l'habitude de se mettre aux couleurs de leur environnement. Oui, des animaux très malins, Marjorie. D'ailleurs, si je vous demande quel est le point commun entre un lézard, un papillon ou encore le poisson, le néon bleu, eh bien, ces trois animaux changent de couleur. En tout cas, ils donnent l'impression qu'ils changent de couleur. Ce sont de véritables magiciens. Alors, leur petit truc pour ces trois animaux, c'est qu'ils vont s'appuyer pas uniquement sur des pigments, mais sur des cristaux photoniques. Ce sont des cristaux qui, par un jeu de réflexion, diffraction, un changement de longueur d'onde, vont donner l'impression de changer de couleur. C'est le cas, par exemple, du caméléon qui, lui, s'appuie sur des cristaux de ganine. Et ça a inspiré plusieurs chercheurs, notamment à l'université d'Emory à Atlanta, aux États-Unis, qui a réussi à mettre un bracelet qui change de couleur, qui donne l'impression de changer de couleur. À terme, ça pourrait aider pour la lutte contre la contrefaçon. Alors, pour se camoufler, on peut aussi jouer sur autre chose, des micro-gouttes d'eau cette fois-ci. Oui, des nanoparticules avec un tout petit peu d'or à l'intérieur qui, mis dans un bassin d'eau, vont jouer, en fait, grâce à un changement de température, sur une différence de taille. Vont s'étendre, des polymères vont s'étendre et se rabattre un peu comme des ressorts, et ça va permettre, comme on le voit ici, un changement de perception de couleur. C'est prometteur, mais c'est extrêmement limité aujourd'hui dans l'application, parce que uniquement sur l'eau. Et tout ce qui brille n'étant pas or, pour, encore une fois, se camoufler, on peut aussi avoir une troisième option, modifier la forme des objets.
Oui, ici, on va s'intéresser à ce que font le sèche, le poulpe ou encore la pieuvre. Et un de leurs points forts, c'est la possibilité de rétracter des muscles en quelques dixièmes de seconde. Ça va être extrêmement utile pour des animaux qui vont passer à un état lisse, à un état piquant, notamment lorsqu'ils vont vouloir se fondre au milieu de crustacés. Ça a inspiré cette fois-ci l'université de Cornell qui, elle, a mis au point des matériaux en 2D. On va les remplir d'air de manière très rapide pour qu'ils changent d'apparence. On va avoir donc là ici des changements de couleur également, mais on réfléchit à d'autres utilisations, notamment la mise au point de meubles polymorphes, c'est-à-dire des meubles qui pourront nous aider pour nous plonger dans d'autres mondes, un monde de la réalité virtuelle notamment. Merci pour ce cours de camouflage grandeur nature. Alors, bouclier d'invisibilité ou avion de combat indétectable, ce sont des technologies dites furtives. Mais elles posent de grandes questions éthiques. Est-ce qu'on est à l'aube du soldat ou de l'engin de combat invisible? Et si oui, est-ce que c'est vraiment un progrès? Pour aller plus loin, on pose la question à un expert en technologie de défense. Bonjour Franck de Cloquement. Bonjour. Alors, quand on parle de technologie furtive, on définit quoi exactement? Et puis, quelles sont les dernières nouveautés en la matière? Alors, les technologies furtives sont très spécialisées, très spécifiques. En fait, elles caractérisent ce qui est conçu pour obtenir une moindre signature radar. On pense évidemment aux aéronefs, aux avions. C'est-à-dire, en fait, une signature banale, non classifiée, qui n'est pas en fait archivable par l'adversaire, tel par exemple un vol d'oiseau ou un phénomène météo-atmosphérique. Donc, c'est ce qui permet effectivement d'avoir cette invisibilité relative en matière d'éco-radar et de détection. Pour ce qui concerne les nouveautés, effectivement, on a différents éléments qui permettent peut-être d'augmenter ces problématiques de technologie. Par exemple, la technologie des plasmas, qui permet effectivement d'envelopper, en tout cas sur le papier, d'envelopper un aéronef dans le cadre d'un gaz monté très dense, qui permet ensuite, une fois que ce gaz est effectivement soumis à un champ électromagnétique, d'englober l'avion et de permettre une sorte d'invisibilité radar toute relative. Mais rendre justement ces engins de combat indétectables, voire invisibles, est-ce que ce n'est pas contraire au droit international ? Alors effectivement, on se posait la question sur les drones, ce qu'on appelait les drones tueurs, mal qualifiés. Ce sont en fait des drones autonomes très partiellement, puisqu'en réalité téléopérés par des opérateurs. Donc des drones de combat ne sont pas encore existants. Donc en ce qui concerne effectivement les technologies d'invisibilité, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'homothétie par rapport aux problématiques de drones autonomes futurs ou drones de combat futurs, puisqu'actuellement c'est une technologie qui permet partiellement effectivement de leurrer l'adversaire, en tout cas des fois dans des timings de temps extrêmement courts, de quelques secondes en combat aérien, ou par exemple quand vous attaquez une cible au sol, l'idée est de se faire détecter le plus tardivement possible, et ça peut correspondre parfois à quelques secondes. Donc ce n'est pas quelque chose qui d'une certaine façon est aussi, comment dirais-je, contraignant psychologiquement que l'idée d'un drone autonome qui prendrait une décision d'attaque par lui-même, si vous préférez. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment très problématique. Et la meilleure défense, justement, étant l'attaque, j'imagine qu'il y a déjà des technologies qui existent pour contrer celles qui sont en train d'être testées. Bien sûr, vous avez des contre-mesures électroniques qui sont pour l'essentiel des mesures qui permettent effectivement de détecter ou de conjoindre des modes de détection de façon à ce que l'aéronef, l'avion soit détecté effectivement avant l'arrivée sur zone, ou potentiellement des capacités peut-être à brouiller également ces systèmes de façon à pouvoir avoir en retour un signal. Et vous avez également des méthodologies qui permettent de conjoindre plusieurs modes de détection, c'est-à-dire les modes thermiques avec l'infrarouge. On peut penser effectivement à la chaleur dégagée par les tuyères d'avion. On pense également effectivement aux problématiques, je dirais, de matière sur lesquelles ces avions se basent également, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'absorber ces ondes radar. Dès lors que vous êtes capable de jouer un peu sur ces taux d'absorption ou de créer des technologies capables d'aller plus loin dans cette capacité de réception des ondes retour, vous pouvez les détecter de meilleure façon, et d'autres éléments encore qui permettent d'aller encore plus loin dans la capacité à les détecter. L'idée étant toujours cette espèce de course à l'échalote systématique dans les moyens de défense et de détection entre attaquants et défenseurs, si j'ose dire. Très rapidement, pour vivre heureux, vivons cachés, dit le dicton. Mais est-ce que la meilleure des invisibilités en matière de technologie de défense, ce n'est tout simplement pas de ne pas être connecté, d'avoir recours à de l'analogique, en clair ?
La problématique de l'hypertechnologie, si j'ose dire, c'est la panne. C'est-à-dire qu'effectivement, les moyens plus rustiques sont parfois mieux adaptés. On pense à ces problématiques qui font que les avions ou les appareils en vol qui sont dits indétectables, ou en tout cas de moindre détection, obligent par leur design, si vous préférez, à certaines compromissions, si j'ose dire compromis plus exactement, et non pas compromission, compromis sur la partie design et de vol. Donc ça oblige également à une moindre vélocité en vol. Donc en cas de panne du système de navigation ou du système de commande, vous pouvez avoir un problème. Donc mieux vaut peut-être effectivement avoir recours à des technologies plus simples, plus faciles à déployer sur les terrains d'action et beaucoup plus, je dirais, économiques à entretenir. Parce qu'il faut aussi penser que sur les terrains extérieurs, la météorologie, le sable et tous ces éléments font que la détérioration des matériaux, des matériels, des avions, des aéronefs ultra technologiques est très important. Merci infiniment Franck de Cloquemont. Et tout de suite, c'est Test 24. On les croyait plus sécurisés que les mots de passe ratés. Les empreintes digitales s'avèrent être tout aussi piratables. L'éditeur d'antivirus Kaspersky a imaginé une bague pour les remplacer. Oui, et cette bague, je l'ai avec moi, Marjorie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bijou relativement joli. Il a été mis au point par l'agence Archetype. Mais c'est surtout un message d'alerte de cet éditeur russe, Kaspersky, qui explique que la biométrie qu'on utilise au quotidien pour s'identifier sur un téléphone, pour s'identifier sur un ordinateur, et puis à l'avenir pour s'identifier sur son compte bancaire, des données médicales, eh bien, c'est extrêmement vulnérable. Il n'y a pas moins de 5 millions d'Américains, des fonctionnaires américains, qui ont vu toutes leurs données biométriques piraté, partagé en ligne, c'était en 2015. Depuis, la situation ne s'est pas véritablement arrangée. L'idée de Kaspersky, c'est de créer une fausse empreinte digitale. En fait, elle a imprimé en 3D cette bague sur laquelle elle a créé une empreinte qui n'est pas la vôtre et qui va vous permettre de vous identifier sur des comptes du quotidien. Résultat, lorsque vous êtes piraté, eh bien, les pirates n'ont pas accès à vos données les plus personnelles. Ce qui aussi nous pose des questions du point de vue de la biométrie comportementale. Oui, c'est une notion que défend l'entreprise israélienne BioCatch. En fait, BioCatch veut compléter les données biométriques qui peuvent être effectivement très utiles, de plus en plus, par exemple pour ouvrir une porte très facilement à l'avenir, par des données de votre comportement. On va regarder la vitesse et également la force de pression avec laquelle vous allez taper sur un clavier. On va regarder également où vous vous trouvez, si ça correspond à vos habitudes. Et si ça ne correspond pas à vos habitudes, on va envoyer un message à la personne qui est censée utiliser cette empreinte biométrique pour vérifier qu'il s'agit bien de lui et donc apporter un niveau de sécurité supplémentaire. Merci infiniment pour toutes ces infos, Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve comme toutes les semaines sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages. À très vite.